Rien ne caractérise mieux les mouvements totalitaires que la rapidité surprenante avec laquelle on les oublie et la facilité surprenante avec laquelle on les remplace. C'est ainsi qu'Hannah Arendt commence son livre sur les origines du totalitarisme. La rapidité incroyable et même souvent la collaboration active avec laquelle une majorité de gens se sont soumis à des mesures dont ils sont incapables d'expliquer le bien fondé à court terme et dont les effets les tueront assurément sur le plus long terme, me sidère. La facilité déconcertante avec laquelle nous nous laissons déposséder de nos libertés fondamentales, ne plus vivre socialement, ne plus vivre affectivement, ne plus exister humainement pour se prémunir d'un virus que nous savons soigner pour une épidémie qui ne répond plus aux véritables critères d'une pandémie, c'est-à-dire la mortalité et les hospitalisations, et qui de toute façon, dans l'histoire de la santé, n'a absolument rien d'exceptionnel. C'est ce que nous avons choisi d'en faire qui est exceptionnel, et ça viendra épaissir les pages sombres de l'histoire de l'humanité, à coup sûr. Alors j'ai fait plusieurs vidéos et plusieurs articles récemment pour discuter de certains points scientifiques. Aujourd'hui, je vais mettre ma casquette de psy, parce que c'est vraiment très intéressant de comprendre ce phénomène de psychiatrie des masses qui est en cours. Si on prend un peu de hauteur sur ce qu'on vit depuis le début de cette crise du Covid, et c'est déjà ça le problème, hein, le manque de hauteur que nous avons sur les événements en général, parce que c'est ça justement qui nous permet de commencer à comprendre. Eh bien, nous sommes quand même un certain nombre à nous poser la question, mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment en sommes-nous arrivés à accepter des mesures aussi liberticides, sans aucune mesure avec ce virus? Ce simple bout d'ADN que notre médecine d'aujourd'hui sait très bien soigner quand on la laisse bosser tranquillement et qu'on ne lui retire pas ses moyens. Rien que sur la question du masque, si je résume, nous devrions porter un masque partout, dont l'efficacité sur une épidémie virale n'est toujours pas scientifiquement établie. Tout ça pour que des gens qui ne sont pas malades protègent ceux qui ne sont pas malades non plus, y compris quand il n'y a personne dans la rue, et à cause d'une épidémie dont les marqueurs officiels montrent qu'elle est terminée depuis juin. Dites-moi les amis, vous êtes certains que tous les fils sont branchés, hein? Nous atteignons des niveaux de conneries stratosphériques avec ce masque. J'ai vu par exemple des gens se promener en pleine forêt avec un masque. Mais vous voulez vous protéger de quoi? De l'air pur de la forêt, du lien qui nous reste encore un peu avec la nature? Vous croyez vraiment que le virus va vous attaquer le soir après 22 h, quand vous êtes debout, mais pas quand vous êtes assis en train de manger? Vous croyez vraiment qu'il est dangereux dans les salles de spectacle ou dans les manifestations anti-gouvernementales, par exemple, mais pas dans les transports en commun quand vous allez bosser? Qu'il s'attaque à vos enfants quand ils sont en classe, mais pas quand ils sont en train de manger au réfectoire? Que si vous vous tenez à telle distance exacte, bien sur le trait par terre, sur le marquage au sol, alors là, le virus va vous laisser tranquille, mais quelques centimètres de plus, ça y est, vous êtes mort. Toutes ces mesures n'ont évidemment aucune base scientifique, ni même rationnelle. On est dans l'irrationnel complet. Et pourtant, la plupart des gens les respectent, et font même respecter avec une certaine agressivité à leurs concitoyens. Peu importe la réalité, en fait. Ce qui compte, c'est ce qu'on va mettre dans l'esprit des gens et comment on va l'exploiter ensuite. Comment ils s'y prennent n'a rien de secret, hein. Tout est décrit dans les bouquins de psychologie, ils sont disponibles au public depuis longtemps. Seulement voilà, la plupart des gens ne s'intéressent pas, ou en tout cas pas suffisamment, au fonctionnement de leur propre esprit. Tandis que les manipulateurs, oui, toujours. Quand vous n'êtes pas au volant de vous-même, que vous avez laissé la place vacante, ne soyez pas surpris que d'autres s'y installent. Évidemment, pas pour aller dans le sens de vos intérêts, mais des leurs. Le roman 1984 nous le rappelle. Si le réel n'est que ce que la conscience le fait être, eh bien il suffit d'agir sur les consciences pour produire le réel escompté. Si le passé et le monde extérieur n'existent que dans notre cerveau et que ce cerveau se contrôle, alors tout est possible. Tout semble fait aujourd'hui pour faire perdurer cette épidémie, quitte à mentir sur les chiffres d'une manière de plus en plus grossière, parce que ça va instaurer un climat de peur, et que dans un climat de peur, eh bien, la population est extrêmement manipulable. Quand on vous laisse entendre que vous allez peut-être mourir, alors vous êtes prêt à toutes les concessions, à tous les sacrifices, sans réfléchir
au bien fondé des mesures, ni à l'intégrité de ceux qui proposent ces mesures. Cette pandémie doit donc rester active dans les esprits parce que ça permet de faire passer toutes les lois scélérates, de renverser complètement la donne, de chambouler toutes les structures sociales sans rencontrer d'opposition. C'est un coup d'État inversé, un coup d'État contre les peuples. Toutes ces méthodes sont celles de systèmes totalitaires. Elles sont également utilisées par les sectes. Notre pays, et même une partie de la planète, est devenue une gigantesque secte à ciel ouvert. La psychologue Ariane Billéran, qui est spécialiste des questions de manipulation, a écrit un article absolument formidable sur la psychologie des masses pendant le Covid. C'est un article un peu long, une quinzaine de pages, mais qui vaut vraiment son pesant d'or. Sincèrement, je vous invite à le lire. Et j'ai basé une partie de ma réflexion sur ses travaux. Alors, comment est-ce qu'on s'est fait manipuler dans cette histoire, depuis le début? Quels sont les outils utilisés? D'abord, créer un choc. Annoncer un fléau terrible qui va s'abattre sur toute la planète et contre lequel on ne peut rien. Ensuite, amplifier la résonance en répétant en boucle dans les grands médias des messages de terreur. Ça permet de placer les gens sous hypnose. Toute personne qui connaît bien l'hypnose sait qu'un choc émotionnel puissant va ouvrir une fenêtre anesthésique pendant laquelle la personne est perméable à toute suggestion, ce qui est applicable à toute échelle, y compris une population entière, bien entendu. Du début à la fin, utilisez la peur. La peur bloque l'intelligence, c'est bien connu. Lorsque vous avez peur, vous n'avez plus accès à vos connaissances. Le docteur Patrick Bélier disait récemment « J'ai vu des confrères oublier toutes leurs études de médecine en 5 minutes ». Je vous laisse imaginer ce qu'il en est de notre intelligence à tous lorsque cette peur devient permanente. 2 armes psychiques majeures pour empêcher toute réaction intellectuelle. La saturation et la confusion. C'est ce qui est utilisé en hypnose pour que la personne entre plus facilement en état modifié de conscience sans trop réfléchir à ce qu'on lui raconte. La confusion, c'est-à-dire dire tout et son contraire. Des messages officiels hyper médiatisés qui parfois vont se contredire dans la même journée. Se contredire sur les rassemblements, sur l'école, sur l'hôpital, sur le travail, sur les réserves alimentaires, sur les enterrements. On va entendre tout et son contraire. Oui, ça va. Non, ça va pas. Oui, c'est possible. Oui, vous pouvez. Non, vous pouvez pas. Surtout pas. Ça va être aussi utilisé le flou, le vague. On commence à s'interroger, nous n'excluons rien. Toutes les possibilités sont à l'étude. Les choses vont se mettre en place progressivement, très rapidement, dans les jours prochains. Nous mettons tout en œuvre. Je n'ai pas encore de chiffres à vous donner. C'est une estimation parmi d'autres. On l'espère. On verra bien. Alors honnêtement, quand vous avez des dirigeants, le commandant d'un bateau ou d'un avion qui commence à vous parler comme ça, vous êtes quand même censé vous poser des questions. La saturation, c'est l'excès d'informations. Les capacités du cerveau à traiter les données qui se présentent sont dépassées. Et à ce moment-là, votre esprit abandonne et se concentre sur l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont les informations anxiogènes, parce qu'elles concernent la survie et la sécurité. Et ces informations deviennent prioritaires, tandis que les informations qui les invalident sont écartées parce qu'elles sont considérées trop compliquées. Moi aussi, je me suis posé la question, pourquoi, à l'ère d'Internet, où il est possible de recroiser les informations, d'avoir accès à la contradiction, pourquoi est-ce que tous les messages, même les plus argumentés, qui démontent littéralement les mensonges officiels de la propagande, n'arrivent pas à percer? Parce qu'une fois le niveau de saturation dépassé, eh bien le cerveau retient seulement l'information la plus simple et la plus répétée, même si elle est fausse. Et c'est généralement le cas. Si vous commencez à remettre en question la propagande gouvernementale, beaucoup de gens vont plus ou moins gentiment vous faire comprendre qu'ils en ont ras la casquette de ces histoires de Covid. Ils obéissent et ils ne veulent pas davantage d'explications. Ce sont des convaincus en un ou deux mots. Les médecins qui sont sur le terrain et qui voient que ce qu'on raconte au public n'est pas ce qu'ils voient et vivent, eux, dans leur quotidien, eh bien, ces médecins deviennent inaudibles au milieu de cette avalanche permanente d'informations, d'avis, d'opinions, de recommandations, de prévisions. Une majorité des gens retiendront non pas ce qui est vérifié sur le terrain, dans les faits, mais ce qui est répété le plus souvent, en fait. L'individu qui a été conditionné de cette manière, lorsqu'il sera confronté à la réalité, ne verra
que ce qu'il a été conditionné à voir. Comme si son esprit avait des filtres, comme si son esprit avait été piraté et qu'on lui avait installé des programmes malveillants. La réalité fabriquée, fantasmée, devient supérieure à la réalité vécue. Nous en sommes réduits à une hallucination collective et celui qui refuse d'entrer dans ce délire et qui le dénonce va être exclu, persécuté, exactement comme dans une secte. Prendre de court tout le monde. La rapidité avec laquelle tout cela s'est déroulé, tout cela s'est enchaîné d'une manière implacable, comme un rouleau compresseur qui avance, rendant très difficile l'organisation d'une riposte intellectuelle. Que vous soyez scientifique ou avocat, par exemple, il vous faut quand même un minimum de temps pour organiser et déployer un argumentaire. Or, là, le rythme auquel les événements s'enchaînent et les décisions sont imposées est infernal. En sachant bien sûr que les médecins et les avocats sont des humains comme tout le monde, hein, donc eux aussi ils ont subi l'effet de stupeur au départ. On ne me fera jamais croire qu'il s'agit d'une impréparation du gouvernement, des dirigeants face à l'inconnu. Dérouler tout ça face par face avec une telle précision au niveau planétaire demande forcément une préparation méticuleuse depuis plusieurs années. L'état d'alerte permanent qui épuise en sachant que l'organisme et l'esprit humain, avec tout le système endocrinien qu'on a derrière, sont conçus pour encaisser des stress ponctuels, pas pour fonctionner en continu. Qu'est-ce qui va se passer si l'alarme incendie ne s'arrête plus jamais? Eh bien, les gens vont conserver indéfiniment une attitude de défense, jusqu'à l'épuisement. Vous allez devenir paranoïaque. Vous voyez tout au travers du filtre du danger. Vous devenez agressifs les uns envers les autres, tout en étant de moins en moins efficaces parce que vos mécanismes de défense s'épuisent. Et vous comprenez de moins en moins ce qui se passe et vous devenez de plus en plus perméable à toutes les manipulations. Vos défenses immunitaires aussi vont s'effondrer. Encore un truc utile d'ailleurs pour aggraver artificiellement une épidémie. Vous voyez un peu la perversité du truc. Infantilisé. Inutile de penser, nous pensons pour vous. Vous vous prenez pour des experts? Vous vous prenez pour qui? Combien de fois on vous fait comprendre ça, en fait? Pourtant, des représentants du peuple ne devraient pas annoncer à la télévision autre chose que ce que le peuple souverain a décidé. Et certainement pas ce qu'ils ont eux-mêmes décidé, pour notre bien évidemment, et sans nous consulter évidemment. Aristote ne disait-il pas que jamais l'esclavage n'est aussi bien réussi que lorsque l'esclave est persuadé que c'est pour son bien? Isoler les gens les uns des autres et du reste du monde. Est-ce que la majorité des gens vont écouter d'autres sources d'informations scientifiques que celles utilisées par le gouvernement? Pas vraiment. Est-ce qu'ils cherchent à savoir ce qui se passe dans d'autres pays moins touchés, voire très peu touchés par le Covid? Pas vraiment. Ils sont coupés du reste du monde. Ils restent enfermés à écouter la litanie de leur gourou. C'est de la logique sectaire. C'est d'ailleurs l'étymologie du mot secte qui signifie couper. Vous avez des commerçants qui commencent à se suicider. Ils préfèrent se suicider plutôt que de désobéir. Alors qu'en s'associant à plusieurs commerçants, ils sont quand même très nombreux à ne pas être d'accord avec ce qui se passe en ce moment, ils pourraient résister et même contre-attaquer. Parce qu'il y a cette croyance que nous sommes seuls dans notre coin, nous sommes coupés les uns des autres. Alors que pourtant dans la nature et même dans notre organisme, les bactéries savent se compter pour se développer. Ça s'appelle le quorum sensing. Et avant de lancer une action commune, eh bien les bactéries sont capables de se compter pour savoir si elles sont suffisamment nombreuses. Elles ne font pas du chacun pour soi. Sincèrement, si des bactéries y parviennent, je pense que des humains devraient normalement y arriver. Diviser la société, créer des polarités pour, contre, ça permet, 1, d'empêcher de chercher et de trouver les véritables responsables, 2, de se rassembler et de concerter l'action, 3, ça crée un climat social propice au mal, à accepter cette lutte de tous contre tous. Et 4, en ajoutant la peur, ça permet que les gens deviennent les premiers acteurs de leur propre contrôle et de leur propre répression. Combien il y a de brouilles parfois graves et définitives entre amis, dans une même famille parfois. C'est difficile, vous savez, quand vous avez un ami qui est entré dans la peur.
et que vous arrivez devant lui avec vos questionnements, avec peut-être vos contre-arguments, aussi étayés qu'ils soient, il va vous répondre par des slogans entendus dans les grands médias, comme le ferait tout adepte d'une secte ou d'une religion intégriste. Comme le dit Ariane Bilran, il n'a pas validé une pensée, il a enregistré un bon et un mauvais comportement associé à une peur. C'est du conditionnement animal, exactement comme on dresse un animal de compagnie. Et sincèrement, quand on connaît la richesse et la puissance de l'esprit humain, c'est vraiment consternant. Ils sont sur le mode émotionnel. Il n'est pas possible de discuter, d'avoir un échange rationnel, construit et logique avec des émotions. L'intellect ne gère pas les émotions, ce sont vraiment deux dimensions distinctes de la vie psychique. Et quand vous obéissez aveuglément à des lois à la con, généralement vous êtes dans l'émotionnel. Alors pour ceux qui passeraient au travers des mailles de ce filet psychique, il reste bien entendu la coercition, la répression, en rajoutant la culpabilité. C'est à cause de gens comme vous que l'épidémie progresse et que des gens meurent, bande d'irresponsables, bande de gros vilains. Chiffres truqués à l'appui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que le citoyen lambda, qui est peu au fait de la science des microbes, réponde à ça? Il va courber les chines, c'est sûr. Ensuite, les gens se culpabilisent entre eux. C'est de la faute à ceux qui ne portent pas de masque aujourd'hui si des gens sont morts au printemps dernier. Admirez la logique au passage. Bon, en fait, c'est surtout parce que les moyens médicaux ont été volontairement sabotés, exactement comme dans le sabotage des usines d'armement juste avant la Seconde Guerre mondiale. Les tests PCR, qui servent, soit dit en passant, beaucoup plus à gonfler les chiffres qu'à diagnostiquer véritablement, rapportent aux laboratoires qui les réalisent près de 250 millions d'euros par mois, soit on en est presque à 2 milliards d'euros payés aujourd'hui par la sécurité sociale. Je vous laisse imaginer combien de lits de réanimation, combien de postes de soignants on aurait pu créer avec cet argent. Est-ce qu'ils l'ont fait? Bien sûr que non. Les moyens en France sont restés les mêmes depuis le début de la crise, et aujourd'hui nous avons 5 fois moins de lits de réanimation qu'en Allemagne. Vous avez raison les amis, il vaut mieux continuer à accuser les gens qui ne portent pas de masque et qui ne respectent pas les gestes barrières d'engorger les hôpitaux. Je ne sais pas à quel moment mes concitoyens vont réaliser ce à quoi ils sont en train de participer. Vient enfin le syndrome de Stockholm. Vous savez, entrer dans le délire du preneur d'otage et faire ce qu'il nous demande, voire même lui faciliter la tâche au-delà de ce qu'il nous demande, en s'imaginant que de cette façon, on va s'en sortir plus rapidement. Arrêtez de remettre en question les mesures sanitaires, faites ce qu'on vous dit, et on sortira beaucoup plus rapidement de cette épidémie. Bon, c'est évidemment une grave erreur. Plus les gens acceptent l'inacceptable, plus on s'enfonce dans l'inacceptable. C'est une validation, comme quoi nous sommes prêts pour l'étape suivante. Ils ne vont pas vous laisser tranquille, les amis, hein. Au contraire, ils vont vous serrer la vis encore davantage. Jusqu'où irez-vous? C'était le slogan de Microsoft dans les années 90. Sans commentaire. Notre société est en train de subir la plus grave attaque aux droits humains fondamentaux depuis la Seconde Guerre mondiale. La question est donc, cette fois-ci, qui entrera en résistance? Quand je vois certains jeunes de 20 ans qui sont incapables de situer correctement sur une frise chronologique la Révolution française et même la Seconde Guerre mondiale, je me dis que c'est pas gagné. Pourtant, aussitôt que des dirigeants utilisent des métaphores guerrières, une communication d'État à coups de slogans forts et répétés, il y a normalement une petite lumière rouge qui devrait s'allumer dans nos esprits. Parce que ce sont les méthodes des régimes totalitaires. Ce sont aussi les méthodes des sectes, des grands manipulateurs. Ceux qui ont compris ce qui se passe actuellement ont le devoir d'agir maintenant pour nous préserver les uns les autres et pour faire respecter notre Constitution. Des décisions qui sont imposées sans concertation citoyenne, sans débat entre scientifiques indépendants, la plupart du temps d'ailleurs sans débat parlementaire non plus, sans que nous soyons informés de l'efficacité après coup, l'ensemble devant absolument entrer dans les esprits au pied de biche s'il le faut, c'est-à-dire à coup de propagande, de slogans et de messages subliminaux. Ce n'est donc ni de la science, ni de la démocratie. En revanche, ça a un air de déjà-vu, plusieurs fois au XXe siècle, remixé à la sauce numérique d'aujourd'hui. Des arrestations arbitraires, des gens qui sont plaqués au sol et menottés devant leurs enfants,
pour avoir parfois simplement refusé de porter le masque. Du fichage, de la dénonciation, des descentes. Mais bon sang, ça vous rappelle rien, ça? Par exemple, au début du mouvement des Gilets jaunes, le jour où nous avons vu la police aligner à genoux, main sur la tête, des jeunes manifestants, au fond, peu importe ce qu'ils avaient fait, mais ce jour-là, j'ai pris conscience qu'une porte vers le pire s'était ouverte. Et les événements auxquels nous avons assisté depuis semblent malheureusement le confirmer. Des hélicoptères qui survolent des habitations en vous intimant l'ordre de rester chez vous comme s'il y avait un accident nucléaire, des drones qui vont traquer les promeneurs jusqu'au fin fond de la campagne, les forces de l'ordre qui soudainement disposent de tous les moyens qu'ils se plaignaient de ne pas avoir peu de temps avant. Mais je vous pose la question, est-ce que ça ressemble à de l'improvisation? On voit bien là que toute réflexion a été court-circuitée. Nous sommes des millions. Si les esprits étaient éveillés à ce moment-là, personne n'aurait obéi et on aurait éjecté ces guignols. L'État s'est arrogé les pleins pouvoirs sur chaque citoyen. On vous dit quand vous pouvez sortir, quand vous pouvez manger, quand vous pouvez soigner et même quand vous pouvez respirer. Honnêtement, j'ai même pas souvenir d'un film de science-fiction qui aurait pensé à ça. Nous en sommes réduits à craindre que quelqu'un nous dénonce pour avoir baissé notre masque. Vous vous rendez compte? Quand vous faites un rapprochement avec le nazisme, vous provoquez souvent des réactions indignées. Mais encore une fois, sur le mode de l'émotionnel et non de la réflexion de fond. Alors ainsi, si je comprends bien, le fascisme, ce serait forcément dans le passé, puisque les dirigeants que nous avons aujourd'hui sont tellement bienveillants que nous n'avons évidemment pas besoin de le vérifier. Si on part de ce principe, alors ça peut recommencer n'importe quand. Alors, en sachant que le mal ne se présente jamais deux fois sous le même visage. Les dictatures du XXe siècle, telles qu'on a pris l'habitude de se les représenter, c'est fini. Aujourd'hui, c'est plus subtil, c'est plus sournois, mais les finalités peuvent tout à fait être les mêmes. Nous devons absolument connaître les ingrédients du fascisme. Ça ne sert à rien de répéter plus jamais ça si on ne sait pas reconnaître quand ça revient. Lawrence W. Britt écrit que les principes du fascisme flottent dans l'air aujourd'hui, en se faisant subrepticement passer pour quelque chose d'autre, défiant par là tout ce que nous défendons. Le cliché selon lequel les peuples et les nations apprennent de l'histoire est non seulement surutilisé, mais aussi surestimé. La plupart du temps, nous ne tirons aucune leçon de l'histoire, ou alors nous tirons les mauvaises conclusions. C'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, la norme, c'est l'amnésie historique. Et puis, l'école. Je vais être sans concession sur l'école. L'école est devenue depuis longtemps un lieu de formatage des esprits et un obstacle à l'épanouissement, ce qui est évidemment inacceptable dans un lieu qui est initialement dédié à l'apprentissage. Alors, avec le masque, c'est rien de moins que de la maltraitance. Après, que beaucoup l'acceptent sans broncher, ça ne va pas le rendre pour autant acceptable. Outre l'apprentissage des savoirs académiques, n'oublions pas que les enfants vont aussi à l'école pour apprendre à se socialiser, pour apprendre à construire leur système relationnel. Mais quelle génération sommes-nous en train de produire avec cette distanciation sociale omniprésente? C'est une première dans l'histoire. Cette année, les enfants de maternelle qui sont entrés à l'école pour la première fois n'ont pas vu le visage de leur maîtresse d'école. Alors qu'il existe suffisamment de travaux scientifiques indépendants qui ont démontré que les jeunes enfants ne sont pas, à de rares exceptions près, des vecteurs de ce virus. En France, mais pas seulement, une grande partie de l'administration scolaire montre une obéissance glaciale, inhumaine, méthodique. C'est-à-dire que le bien fondé médical, ils s'en foutent. Ils appliquent des protocoles sans se sentir concernés par les conséquences. Ça rappelle vraiment des pages pas glorieuses du tout de notre histoire. Il faudrait pourtant les relire en urgence. Les cas de collégiens, c'est-à-dire des gosses entre 11 et 14 ans, à qui on demande de porter un masque 8 heures par jour, ce que même un chirurgien ne fait pas. Un chirurgien, il n'opère pas 8 heures dans la journée. Et qui font des malaises se multiplient. Des enfants qui sont obligés de demander à aller aux toilettes, simplement pour respirer. Nos enfants doivent se cacher pour respirer. Vous avez sur YouTube le témoignage d'un collégien de 12 ans qui raconte ce qu'il a vécu et qui demande aux adultes de bouger. On en est rendu là, ce sont nos enfants qui doivent maintenant nous réveiller. 2 semaines après la rentrée,
Il y avait déjà des médecins qui constataient des troubles psychologiques chez des enfants à cause du masque obligatoire toute la journée. Est-ce que nous souhaitons sacrifier une génération entière pour un virus que nous savons soigner? Que font les associations de parents d'élèves? Elles s'inquiètent à propos de la gratuité des masques. Ah, ça c'est important ça, hein, de savoir si la vaseline va être gratuite. À l'heure où je réalise cette vidéo, il y a heureusement des collectifs de parents qui sont en train de se créer pour passer outre toutes ces structures sclérosées. On ne compte plus les témoignages, photos à l'appui, d'avertissements aux parents sur les carnets de liaison, avec des heures de colle, avec des menaces d'exclusion parce que leur enfant s'obstine à ne pas porter son masque correctement. Mais ils veulent simplement respirer, bande de fous! Et ce collège dans le Var qui exclut un élève en lui disant que ses grands-parents vont peut-être mourir à cause de lui. Et je n'ai pas de mots, mais comment vous pouvez avoir abdiqué à ce point tout sens critique et moral? Alors je cite Jean-Marie Muller, spécialiste de Gandhi, dans son livre L'impératif de désobéissance. L'histoire nous le confirme, la démocratie est beaucoup plus souvent menacée par l'obéissance aveugle de citoyens que par leur désobéissance. En réalité, l'obéissance passive des citoyens fait la force des régimes arbitraires et totalitaires. L'obéissance à la loi ne dégage pas le citoyen de sa responsabilité. La démocratie exige des citoyens responsables et non des individus disciplinés. Le totalitarisme est capable de déshumaniser les hommes en les transformant en fonctionnaires obéissants, en sujets irresponsables, en de simples rouages administratifs. Le danger vient principalement des hommes et des femmes ordinaires, de chacun d'entre nous, prêts à croire et à obéir sans discuter. Donc là, je pense que tout est dit, hein. À nous de faire en sorte que l'histoire ne se répète pas. On commence à voir des témoignages d'enseignants, parfois les larmes aux yeux, qui ont dû renoncer à leur poste pour ne pas renoncer à leurs valeurs. Parce qu'ils savent que leur métier est de transmettre et d'élever les consciences. C'est ce que signifie d'ailleurs le mot « élève ». Moi je leur dis bravo, nous devons leur apporter tous notre soutien. N'abdiquez jamais votre humanité, quelles que soient les circonstances. Nos valeurs humaines fondamentales ne sont pas négociables. Aucune loi ne sera jamais au-dessus de ça. Si vous commencez à négocier là-dessus, vous êtes foutus. Moi je pense qu'il faut retirer nos gosses rapidement de ces établissements qui ressemblent de plus en plus à des centres pénitentiaires, qui de toute façon formatent plus qu'ils n'instruisent depuis bien des années déjà. Alors tout le monde ne le peut pas généralement parce que beaucoup de parents travaillent dans la journée, mais en tout cas, tous ceux qui le peuvent privilégient l'enseignement à la maison. J'ai même vu des associations qui sont en train de se créer pour rescolariser en urgence les enfants qui ont été exclus, parce qu'on en est là, hein. Et heureusement, il y a une solidarité qui est en train de se mettre en place. Alors pour ceux qui restent dans l'enseignement public, organiser une désobéissance civile dans tous les établissements pour rebâtir un système éducatif qui est à la hauteur de l'homme. Car l'homme, quand il cesse d'être à genoux, est beaucoup plus grand que ce qu'on veut bien nous faire croire. Lorsque l'environnement d'apprentissage est favorable, les enfants, même les adultes d'ailleurs, apprennent et comprennent beaucoup plus. Ils augmentent leur créativité, leur épanouissement. Le problème majeur pour le pouvoir est que ça va faire ensuite des citoyens libres, très difficiles à manipuler. Des gens comme Idriss Aberkane ou Céline Alvarez, qui ont fait un travail énorme sur le fonctionnement du cerveau en situation d'apprentissage, se sont fait démolir par les chiens de garde du système, mais heureusement ils ont reçu un soutien énorme de la population qui globalement aspire à une autre éducation pour leurs enfants. Vous savez, c'est pas un hasard si les écoles alternatives, les écoles hors contrat, connaissent un essor important ces dernières années. Un peu partout, des initiatives naissent pour construire des alternatives à ce monde qui s'effondre. Au niveau économique aussi d'ailleurs, au niveau politique même. Il existe, par exemple, un Conseil national de transition, il y a même un gouvernement virtuel citoyen qui s'est constitué et qui pourrait tout à fait assurer le relais en cas d'effondrement du pays. L'être humain est un être socio-relationnel. Nous avons besoin de tisser des liens pour nous connaître nous-mêmes, pour apprendre et pour évoluer. Les fous qui se sont emparés du pouvoir dans plusieurs pays du monde, dont le nôtre malheureusement, veulent briser ces liens. Et il est évidemment hors de question que cela arrive. J'en ai plus qu'assez d'entendre « c'est la loi, c'est comme ça, on n'a pas le choix ». Ça s'appelle de l'impuissance programmée.
Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, fait une description très intéressante du cheminement de la conscience qui passe par un temps d'esclavage. En fait, l'esclave est devenu esclave pour avoir choisi la servitude plutôt que la mort, parce qu'évidemment il a peur de la mort. Mais aussi, il n'y a pas de maître sans esclave. Le maître a besoin de l'esclave pour exister. Et l'esclave reste porteur du désir de liberté qui constitue un potentiel formidable. Tandis que le maître, à mesure que son pouvoir va croître, il devient de plus en plus dépendant de l'existence d'un esclave qui veut bien jouer le jeu. Et l'esclave finit par retourner la situation. Ce qui reste toujours possible tant que l'esclave n'a pas renoncé à l'esprit. Aujourd'hui, si nous les laissons prendre notre esprit, l'humanité risque de s'enfoncer dans un nouvel âge sombre. Évidemment, tout est fait aujourd'hui pour baisser le niveau de notre conscience. On n'a jamais été aussi longtemps à l'école pour finalement savoir aussi peu, c'est un formatage. Et puis les jeux vidéo, les séries télé débiles, les smartphones, la malbouffe, les ondes électromagnétiques, tout ça, ça grippe littéralement votre cerveau. L'apologie de la violence, la culture de mort qui vous éloigne de votre nature profonde. Si vous travaillez, au contraire, à élever votre conscience, vous allez vous élever au-dessus de cette espèce de nuage opaque et nauséabond qui, par sa nature, restera toujours en bas. Déjà, nous devons sortir de l'impuissance programmée. Vous savez, cette croyance qui est inculquée au plus grand nombre, comme quoi nous sommes trop insignifiants et trop incapables pour changer quoi que ce soit de notre condition. C'est comme un programme malveillant qui bride les capacités de notre esprit sans que nous le sachions. L'esprit humain est extrêmement puissant. Si nous reprenons confiance en nous, que nous retrouvons notre capacité à créer ensemble, nous pouvons aller très loin et très vite. Nous pouvons changer de paradigme. Vous savez, il ne développerait pas autant de stratégies pour nous en dissuader, pour nous pousser à regarder ailleurs, si nous n'en étions réellement pas capables. Réintroduisons la pensée critique et le débat contradictoire. Nous sommes infiniment plus intelligents et doués d'un potentiel illimité lorsque nous mettons en commun toutes nos connaissances, tous nos talents. Vous savez, le meilleur ordinateur peut être piraté si son utilisateur n'a pas pris soin de protéger les zones de faiblesse. Il en existe toujours et les personnes malveillantes les connaissent. C'est exactement la même chose pour l'esprit humain. Une des principales faiblesses dont la plupart des humains, vraiment à quelques exceptions près, sont porteurs, c'est l'émotionnel. Et ceux qui veulent pirater votre esprit vont d'abord essayer d'entrer par le centre de gestion de vos émotions. C'est la voie royale. Nous devons absolument reprendre le contrôle de nos émotions. Les émotions, vous savez, ce sont des indicateurs pour nous informer de comment nous nous sentons, de comment nous sommes positionnés dans notre environnement. Il faut être présent pour accueillir ces informations, sans quoi elles nous dépassent et finissent par mettre un sacré bazar dans notre esprit. Alors évidemment, ça demande une hygiène de vie, la pratique de la méditation aide beaucoup par exemple. Toutes les expériences qui ont été faites sur des enfants qui ont médité à l'école montrent qu'ils deviennent plus calmes, plus mesurés dans leurs réactions, ils ont plus facilement accès à leur intelligence, à leur connaissance. Et de tels individus, lorsqu'ils seront adultes, seront beaucoup plus difficiles à manipuler, parce que pour manipuler, c'est d'ailleurs l'étymologie du terme, il faut des poignets auxquels s'accrocher, des poignets sur votre esprit. La première des choses que nous devrions faire, c'est éduquer nos enfants à ce qu'ils grandissent sans ces poignets qui sont toujours des possibilités d'emprise. Et puis, arrêtez de regarder cette putain de télévision. Ça fait belle lurette que les journalistes des grands médias ne sont plus là pour rapporter ce qui se passe dans le monde, ni pour organiser les discussions autour. Ils sont devenus, pour la plupart, des agences de communication, des gouvernements et des géants de l'industrie. Ils répètent inlassablement ce qu'il faut penser, avec un flot incessant de mauvaises nouvelles, et des phrases construites pour induire dans votre esprit un sentiment d'impuissance. Alors que pourtant, il existe partout, tous les jours, des gens qui font des choses formidables, des choses positives, qui pourraient éveiller les cœurs et apporter de l'espoir, mais ils choisissent délibérément de ne pas en parler. C'est-à-dire, c'est complètement orienté. Et il n'est plus possible aujourd'hui de se faire un avis à partir de la télévision. Aimer la vie, aimer les autres, s'entraider, c'est la nature profonde de l'homme.
Si on écoute son cœur, c'est ça qu'on a vraiment envie de vivre. Nous devons sortir de la culpabilité et savoir que nous sommes de bonnes personnes. Nous n'avons pas à le prouver, que quelqu'un d'autorisé nous le confirme. Le seul fait de le savoir dans notre fort intérieur, au fond de notre cœur, suffit à nous conduire vers des actions vertueuses qui vont faire du bien à tout le monde. Si ce qu'on ose appeler la loi se met en travers des liens humains de base, nous devons passer outre, sans hésitation et sans concession, parce que notre humanité n'est pas négociable. La loi, vous savez, ce n'est pas une divinité qui surplombe l'humanité. Elle est censée être le produit d'une volonté collective. Or, celle-ci a été confisquée par des groupes d'intérêt privés sur lesquels nous n'avons strictement aucune prise, autrement dit, des gangsters. Et il est écrit nulle part dans notre Constitution que nous devons obéir à des gangsters. Gandhi, le grand Gandhi, monument de sagesse et de détermination, disait que si l'homme se rendait compte simplement qu'il est contraire à sa nature d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie humaine n'aurait prise sur lui. L'esclavage des hommes durera aussi longtemps que cette superstition selon laquelle il serait obligé de se soumettre à des lois injustes. Ce pouvoir, nous devons le reprendre, mais sans violence. Il n'y a pas besoin de confrontation, il n'y a pas besoin d'aller se faire éborgner dans une manifestation. Nous devons d'abord cesser toute coopération avec ceux qui nous font du mal. Ils nous tiennent parce que nous voulons bien coopérer, nous voulons bien participer à ce qu'ils nous demandent, souvent inconsciemment, hélas. Cette non-coopération peut et doit s'organiser. Ça s'appelle la désobéissance civile. C'est le refus de participer au mal. Je vous invite à lire à ce propos l'impératif de désobéissance de Jean-Marie Muller. Il est au format poche, en librairie, ça se lit très vite, très bien. Il n'y a pas plus puissant et redoutablement efficace que la désobéissance civile. Les véritables révolutions se font sans avoir tiré un seul coup de fusil. En ce moment, par exemple, aux États-Unis, vous avez des groupes qui font irruption dans les supermarchés et invitent tout le monde à enlever son masque dans une ambiance tout à fait festive. Ne pas chercher à convaincre les endoctrinés par la force. Rester soi-même, fidèle à nos valeurs, qui, elles aussi, ne sont pas négociables. Le respect des autres, le respect de soi, en toutes circonstances. Nous pouvons faire comme si, quelque part, tout ce délire était une illusion, ce qui, d'une certaine façon, est le cas. Et nous en tenir à l'écart pour construire un autre monde, ensemble, sur des valeurs saines. Et lorsque le vieux monde pourri s'écroulera, eh bien le nôtre sera prêt. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu, disait Victor Hugo.